Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup à l'association France Alzheimer pour l'organisation de ces rencontres. Merci à tous ceux qui sont présents pour votre engagement sur cette maladie. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présence à nos côtés. Effectivement, nous allons vous présenter une présentation intitulée « Diagnostic et traitement, quel futur pour la maladie d'Alzheimer » qui sera divisée en deux parties. Donc je traiterai dans un premier temps les aspects diagnostiques, l'évolution du concept de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on sait que pour traiter une maladie, la première étape, bien sûr, c'est de la diagnostiquer. Et pour la maladie d'Alzheimer, vous le verrez probablement, de le diagnostiquer le plus tôt possible. Et le professeur Mathieu Secaldi, dans un deuxième temps, vous parlera des traitements et des grands espoirs thérapeutiques, notamment liés à cette nouvelle classe thérapeutique des immunothérapies anti-amyloïdes. La maladie d'Alzheimer, vous le savez, c'est une maladie qui est fréquente. Pour donner des chiffres, même si c'est difficile d'imaginer ce que représentent ces chiffres, eh bien, la maladie d'Alzheimer concerne 1,2 million de patients en France, 50 millions dans le monde. Elle concerne 5% de la population âgée de 65 ans et plus. Les signes cliniques de la maladie, on les connaît, vous les connaissez, elles sont décrites depuis plus d'un siècle. C'est une maladie typiquement associée au vieillissement. Vous savez, il existe des formes à début précoce de la maladie d'Alzheimer, autour de 50 ans, parfois avant, mais l'essentiel des malades est concerné par les personnes de plus de 75 ans, voire plus de 80 ans. Donc c'est une des maladies les plus typiquement associées à l'âge. Elle est caractérisée par une perte progressive de l'autonomie, vous le savez, par une dépendance accrue à l'entourage, le plus souvent familial. Le signe clinique qui marque la maladie, c'est le syndrome amnésique, les pertes de mémoire. Pas n'importe quelle mémoire, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des faits récents, ce qu'on a fait la semaine dernière, ce qu'on a fait le mois dernier. C'est typiquement cette mémoire qui est touchée par la maladie. Il n'y a pas que la mémoire, bien sûr, qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer, mais l'ensemble, ce qu'on appelle des fonctions supérieures, des fonctions prises en charge par le cortex du cerveau, donc la capacité à parler, la capacité à reconnaître, la capacité à planifier, à raisonner. Et il y a une baisse de ce qu'on appelle l'efficience cognitive globale au fur et à mesure de la maladie, typiquement mesurée par le score MMS que la plupart des médecins connaissent et pratiquent. Un des nombreux paradoxes de la maladie, c'est que malgré la fréquence de cette maladie, malgré le fait que les signes sont bien connus, eh bien, le diagnostic reste difficile, complexe, en particulier dans les formes les plus débutantes. Pourquoi ? Eh bien, quand il s'agit de mesurer les fonctions cognitives, c'est quelque chose qui est plus difficile que mesurer, par exemple, la force d'un membre ou le sucre dans le sang, parce qu'il y a des grandes variabilités d'une personne à une autre. Il y a des facteurs socio-culturels qui influencent le niveau de performance cognitive. Et il y a d'autres raisons. Les patients ont une motivation variable, peuvent avoir des freins à parler de leurs difficultés de mémoire auprès de leurs médecins. Il y a aussi des freins vis-à-vis des soignants avec des motivations variables selon les médecins à entamer des démarches diagnostiques pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Et je l'ai dit, le diagnostic est complexe et nécessite le plus souvent, en tout cas pour les formes débutantes, un processus diagnostique qui a lieu dans des consultations mémoire, donc dans des centres spécialisés avec des hétérogénéités d'accès selon là où on est dans le territoire. Alors le diagnostic de maladie d'Alzheimer a très longtemps reposé purement sur la clinique, sur l'évaluation des symptômes cognitifs par des médecins, avec des critères diagnostiques dits de McCann, les premiers ayant été établis en 1984 et réactualisés en 2011. Et une particularité de ce diagnostic clinique est qu'il est reconnu comme ayant une dimension probabiliste, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du diagnostic clinique de certitude de maladie d'Alzheimer, mais on fait sur le plan clinique au mieux un diagnostic de maladie d'Alzheimer probable et le plus souvent possible. Tout d'abord en établissant ce qu'on a longtemps appelé le syndrome démentiel, qu'on appelle maintenant le trouble neurocognitif majeur, c'est-à-dire des signes cliniques, des symptômes cognitifs suffisamment marqués
pour entraver les personnes dans leur quotidien, entraîner un retentissement sur l'autonomie. Et surtout, on parlait de maladie d'Alzheimer quand on n'avait pas de diagnostic autre, différentiel, pouvant expliquer les troubles cognitifs. Donc on connaît les signes cliniques de la maladie d'Alzheimer, on connaît aussi le substrat neuropathologique, c'est-à-dire les lésions du cerveau responsables de la maladie. On les connaît depuis les travaux d'Alois Alzheimer, au tout début du XXe siècle, qui, lorsqu'il a rapporté le cas de la première patiente, Augusta Dieter, il a pu regarder avec les colorations histologiques dont il disposait à l'époque et constater qu'il y avait des lésions évidentes au microscope dans le cerveau, deux types de lésions, des lésions à l'extérieur des neurones, dans ce qu'on appelle le parenchyme, le tissu même du cerveau, qu'on a appelé les plaques amyloïdes, et un autre type de lésion qui cette fois est présente dans les neurones, que Alois Alzheimer décrivait en flammèche, qu'on a qualifié de dégénérescence neurofibrillaire. Donc au microscope, les lésions sont évidentes. Il a fallu attendre le milieu des années 80 pour pouvoir identifier quelles étaient les protéines responsables de ces lésions, avec en 1984 l'identification du peptide bêta-amyloïde comme le composant essentiel des plaques amyloïdes, et 1985, une étude francophone d'ailleurs, c'est assez rare dans le domaine de la science pour être rapporté, une équipe belge a rapporté que la protéine Tau était la protéine essentielle constituant les dégénérescences neurofibrillaires, donc ces lésions liées à la protéine Tau présentes à l'intérieur même des neurones. Donc on peut faire un diagnostic clinique de maladie d'Alzheimer. Les anatomopathologistes peuvent faire un diagnostic neuropathologique de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire en examinant en post-mortem le cerveau d'une personne, en regardant quelle est la fréquence de ces lésions spécifiques de la maladie d'Alzheimer, quelle est la fréquence de ces plaques amyloïdes, quelle est la fréquence de ces dégénérescences neurofibrillaires, et en fonction de leur fréquence, on peut faire un diagnostic neuropathologique de maladie d'Alzheimer. Donc, quand on fait un diagnostic de maladie d'Alzheimer, quand un médecin fait un diagnostic de maladie d'Alzheimer, que fait-il? Que fait-on? Eh bien, on fait comme une sorte de pari, l'hypothèse que les signes cliniques, donc ces troubles cognitifs, ces troubles de mémoire, ce déclin cognitif que présente une personne, est expliqué par ces protéines, les lésions neuropathologiques de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on est confiant quand on fait cette hypothèse? Eh bien, de nombreuses études qu'on appelle des confrontations anatomocliniques, où on confronte le diagnostic du vivant d'une personne de maladie d'Alzheimer probable, selon les critères que j'ai évoqués. Quand on vérifie en post-mortem quel est le diagnostic neuropathologique, eh bien, il s'avère que ces diagnostics, ces critères diagnostiques cliniques ont une faible spécificité. C'est-à-dire qu'environ 70% des personnes qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer probable ont une maladie d'Alzheimer neuropathologique, mais 30% ont autre chose, ce qu'on appelle dans le domaine des faux positifs, c'est-à-dire on fait un diagnostic à tort de maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Eh bien, quand on regarde, c'est la partie gauche de cette diapositive, ce qu'on appelait autrefois le centre démentiel et maintenant le trouble non cognitif majeur, la maladie d'Alzheimer est certes la cause la plus fréquente, en tout cas chez le sujet âgé, mais il y a de nombreuses autres maladies qui sont différentes de ces problèmes de peptides bêta-amyloïdes, de protéines Tau, qui peuvent être responsables de troubles non cognitifs majeurs. Il y a de nombreuses autres maladies neurodégénératives, vous le savez, la maladie à corps de Lévy, les dégénérescences frontotemporales, des maladies non dégénératives, les démences vasculaires, des carences vitaminiques, etc. Il y a des centaines de causes potentielles de troubles non cognitifs majeurs. Et c'est encore plus vrai quand on remonte en amont dans l'évolution de la maladie, quand on parle cette fois de troubles neurocognitifs mineurs, c'est-à-dire des troubles cognitifs objectifs, des tests anormaux mais sans retentissement dans la vie quotidienne. Là, il y a de très nombreuses causes qui peuvent expliquer cet état, des causes chimiques, des dépressions, des pathologies du sommeil, l'alcool, etc. Mais parmi tous ces patients, eh bien, un certain nombre ont d'authentiques difficultés cognitives en raison d'une maladie d'Alzheimer débutante. Alors une grande avancée dans la capacité diagnostique
pouvoir diagnostiquer avec précision la maladie d'Alzheimer a été le développement de ce qu'on appelle des biomarqueurs. Donc les biomarqueurs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont soit des mesures biochimiques, biologiques, soit des mesures d'imagerie qui permettent du vivant de la personne d'avoir une idée de est-ce que la personne a des lésions en lien avec les plaques amyloïdes, est-ce qu'elle a des lésions en lien avec la protéine Tau. Il y a actuellement principalement la ponction lombaire, vous le savez, qui reste le biomarqueur de référence actuellement en France, où on est capable, en faisant une ponction lombaire, de recueillir du liquide céphalorachidien et de doser, par des techniques biochimiques, directement les deux protéines impliquées dans la genèse de la maladie d'Alzheimer, donc le peptide bêta-amyloïde et la protéine Tau sous sa forme phosphorylée. Il existe un autre biomarqueur qui est cette fois un examen d'imagerie en médecine nucléaire, ce qu'on appelle le PET amyloïde. On utilise ce qu'on appelle un radioligand, donc une molécule qui est capable de se fixer sur la plaque amyloïde dans le cerveau, et cela permet de voir où se situe, déjà c'est une présence de plaque amyloïde, et où elle se situe du vivant d'une personne. Et cet examen est maintenant disponible dans le cadre du soin courant depuis environ 2 ans, dans des circonstances particulières, notamment en cas de contre-indication de la ponction lombaire, ou si la ponction lombaire ne permet pas de faire un diagnostic. Ces biomarqueurs ont été intégrés dans la capacité diagnostique qu'ont les médecins pour la maladie d'Alzheimer, avec la publication en 2018 de critères qui ont été une étape importante dans la capacité à pouvoir diagnostiquer la maladie, les critères dits ATN, 3 lettres, A pour est-ce qu'on a des biomarqueurs ciblant le peptide bêta-amyloïde positif, donc soit un PET amyloïde positif, soit une ponction lombaire retrouvant une anomalie du peptide bêta-amyloïde, le T pour la pathologie de Tau, donc soit une perturbation de la Tau phosphorylée dans le liquide céphalorachidien, la ponction lombaire, soit un PET Tau positif, et le N est ce qu'on appelle un marqueur de mort neuronale, de neurodégénérescence, donc typiquement une perte de volume des hippocampes en IRM. Et dans ces critères, l'idée était d'aller, vous voyez le titre, vers une définition biologique de la maladie, où on abandonne entre guillemets le diagnostic probabiliste clinique pour aller vers des éléments moins biaisés qui sont est-ce que la personne a une anomalie du peptide bêta-amyloïde, est-ce que la personne a une anomalie de la protéine Tau. Donc la ponction lombaire, l'imagerie nucléaire, le grand biomarqueur dont on parle beaucoup actuellement, c'est la Tau phosphorylée plasmatique. Parce que la ponction lombaire, c'est compliqué à subir, c'est compliqué à organiser pour les systèmes de soins. L'examen de médecine nucléaire, c'est très coûteux pour le système de soins. Là aussi, il y a des grandes inégalités d'accès selon le territoire. Mais depuis 2-3 ans, il y a un développement considérable du dosage de cette protéine Tau phosphorylée, cette fois dans une simple prise de sang, donc dans le plasma. C'est quelque chose qui a été complexe sur le plan biologique, biochimique, parce que cette protéine est présente à des taux infinitésimales dans le sang, mais les progrès récents des méthodes biologiques, initialement par spectrométrie de masse, puis maintenant par des méthodes immunohistochimiques, permet maintenant de pouvoir doser quasiment en routine cette protéine Tau phosphorylée dans le sang. La place de ce dosage est actuellement en cours de définition. Est-ce que c'est un dosage qui doit rester au sein des consultations mémoire spécialisées pour peut-être remplacer la ponction lombaire? Est-ce qu'elle doit être diffusée de manière plus large? Est-ce que les médecins généralistes pourront avoir accès à cet examen pour mieux orienter quelqu'un qui se plaint de la mémoire et suspect d'une pathologie cognitive? Est-ce que même c'est quelque chose qui devrait être fait en dépistage à toute personne passé un certain âge? Toutes ces questions sont en suspens et beaucoup de travaux actuellement essayent de préciser la place de cette Tau phosphorylée plasmatique. Pour illustrer rapidement l'intérêt de ce dosage, je vais vous montrer brièvement le résultat de 2 études récentes poussées par des équipes suédoises. C'est le professeur Oskar Henson, suédois, qui travaille beaucoup et qui pousse sur ces marqueurs. Un premier travail qui a été publié dans la prestigieuse revue Nature Medicine, début 2024, qui compare les dosages dans la ponction lombaire, je vous ai dit, qui est considéré comme un standard pour ces biomarqueurs, à ces dosages plasmatiques. Comment? En prenant des personnes, en leur faisant un PET amyloïde pour voir si les gens ont des plaques amyloïdes dans le cerveau, un PET
tau pour voir si les personnes ont des lésions en lien avec la protéine tau, et en regardant quelle est la capacité de ces marqueurs plasmatiques à pouvoir discriminer ces personnes, et en comparant la ponction lombaire. Le résultat est que le dosage de la tau phosphorylée plasmatique fait aussi bien que la ponction lombaire pour savoir qui a un PET amyloïde positif de qui a un PET amyloïde négatif. Et quant au PET tau, donc la deuxième protéine, le dosage plasmatique faisait même un petit peu mieux même que la ponction lombaire. Deuxième étude, là aussi parue dans une très grande revue médicale, le JAMA, qui est une des grandes revues de référence de la médecine, publiée cet été, où cette fois est comparée, c'est une étude qui est dure pour les médecins, l'information apportée par le dosage plasmatique de cette protéine comparée à quelle est la capacité des médecins à pouvoir diagnostiquer sur des critères cliniques, sur son impression clinique, la maladie d'Alzheimer chez des personnes qui ont une plainte cognitive, sont suspects d'avoir un trouble cognitif. Donc cette étude a étudié deux catégories de médecins, des médecins généralistes en soins primaires et des médecins spécialisés de consultation mémoire. Tous ces médecins voyaient des patients qui avaient des troubles cognitifs suspects de maladie d'Alzheimer. Tous les patients avaient une ponction lombaire pour voir s'ils avaient les lésions associées à la maladie d'Alzheimer. Et on comparait l'impression du médecin, est-ce que le médecin pense que c'est une maladie d'Alzheimer ou pas, au dosage plasmatique. Et les résultats de cette étude montrent que la précision du médecin généraliste dans cette étude en soins primaires est très voisine de 55% de mémoire, et est beaucoup plus faible que l'information isolée apportée par juste le dosage sanguin de la tau phosphorylée plasmatique, qui était autour de 90%. Quand on regarde les médecins spécialisés, donc formés à la consultation mémoire, leur capacité diagnostique est plus élevée, de l'ordre de 70%, mais encore une fois, leur diagnostic clinique reste moins informatif que la simple prise de sang qui, elle, a une précision autour de 90%. Ces dosages plasmatiques actuellement ne sont pas disponibles, en tout cas dans le soin courant en France. Ce n'est pas le cas de toutes les régions du monde. Aux États-Unis, des laboratoires commercialisent, ont développé ces dosages plasmatiques, et si vous êtes américain, vous pouvez demander à votre médecin traitant d'avoir un dosage de la tau phosphorylée plasmatique, ce qui pose de nombreuses questions. J'ai regardé sur les forums de discussion grand public, Reddit pour ne pas le nommer, il y a des forums de discussion consacrés à la maladie d'Alzheimer, et on voit des personnes qui ont demandé à leur médecin généraliste ce dosage de biomarqueurs, donc de tau phosphorylée plasmatique, qui sont dans des situations un peu complexes. Le premier témoignage, c'est un homme de 32 ans qui a l'impression d'avoir des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer parce qu'il a des difficultés de sommeil, des problèmes de morale, qui a demandé à son médecin ce dosage et qui se retrouve à un taux à la limite de la normale supérieure et qui du coup est inquiet pour son futur. Un autre monsieur qui lui a 45 ans, qui a réalisé la recherche génétique du principal facteur de risque génétique de maladie d'Alzheimer, à savoir le fait d'avoir 2 allèles APOE4, et qui, lui, a un taux élevé de ce marqueur et essaye, comme il peut, de manière un peu sauvage, entre guillemets, différents types de traitements pour essayer de faire baisser son taux phosphorylé plasmatique, indépendamment d'essais cliniques ou de protocoles de recherche. Donc la maladie d'Alzheimer est un continuum sur le plan clinique, qui va de on va bien sur le plan cognitif à on se plaint un peu de sa mémoire, à on a des anomalies objectives, à des tests de mémoire, à on a des difficultés dans la vie quotidienne. Mais en amont de tout ça, 15 ans, 20 ans en amont de cette phase clinique, il y a cette phase biochimique qui elle aussi est progressive. D'abord l'accumulation petit à petit du peptide bêta-amyloïde sous forme de plaque, puis l'accumulation de la protéine tau phosphorylée, puis la mort des neurones. Tout ça est illustré par ce qu'on appelle les courbes de Jack, décrites par l'américain Clifford Jack, qui est un neuroradiologue, et qui a théorisé ce continuum. Et la question d'actualité, particulièrement cette année, en 2024, c'est où débute la maladie, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer. Et ça, il y a eu deux éléments de réponse qui sont un peu opposés, vous le verrez. Il y a eu la réponse plutôt américaine avec l'actualisation des critères diagnostiques de l'Alzheimer Association qui est parue cet été, juillet 2024, et qui, elle, stipule que les symptômes
qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer sont une conséquence de la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, donc qu'on a décrite brièvement, et qu'on a une maladie d'Alzheimer dès qu'on a une physiopathologie d'Alzheimer, donc vous l'avez compris, dès qu'on a une accumulation anormale de peptides bêta-amyloïdes, on a, selon ces critères, une maladie d'Alzheimer. Donc c'est quelque chose qui est peut-être un peu complexe à appréhender pour nous, Européens, parce que quand on est malade, on a l'impression d'avoir des signes cliniques, hein, on n'a pas l'impression que ce soit la prise de sang qui soit perturbée. Je pense qu'une des causes de ce hiatus, c'est la conception anglo-saxonne de la maladie. Nous, on a un terme, hein, maladie, pour désigner à la fois signes cliniques et les causes de la maladie. Hein. Quand on dit « je suis malade » parce qu'on a un rhume, on est malade. Les Anglais ne vont pas dire qu'ils ont une disease quand ils ont un rhume, ils vont dire qu'ils sont sick. Ils ont beaucoup plus de termes pour désigner ce que nous, on appelle la maladie, avec, vous voyez, c'est ce qui est illustré dans cette diapositive, la disease qui fait directement référence à l'étiologie, à la physiopathologie de la maladie, et la illness qui, elle, représente plus les conséquences cliniques de la maladie. Tout ça, encore une fois, que nous, on regroupe sous le terme de maladie. Toujours est-il que la conception plus européenne de la maladie d'Alzheimer, qui, elle, a été actualisée récemment, début novembre 2024, grâce aux travaux de l'International Working Group mené par le professeur Bruno Dubois, qui réaffirme que la maladie d'Alzheimer est une entité clinico-biologique, que certes, il faut avoir des biomarqueurs du peptide amyloïde, de la protéine tau positif, mais que ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir, vous voyez, c'est ce qui est entouré en rouge, eh bien, des signes cognitifs objectifs, des performances cognitives anormales à des tests. Et si on a juste des biomarqueurs anormaux, mais pas de signes cliniques, un peu comme ce qui a été illustré par ces personnes qui témoignaient dans les forums de discussion, eh bien, on est à risque de développer la maladie d'Alzheimer, mais on n'a pas une maladie d'Alzheimer. Pour finir, je vais dire un mot, puisqu'on parle du futur. Il y a des marqueurs biologiques, il y a aussi des marqueurs numériques. Vous l'avez compris, et vous le savez tous, la maladie d'Alzheimer est une maladie très fréquente, donc qui va susciter beaucoup de défis, sous un point de vue dans l'organisation médicale, mais il faut qu'on puisse évaluer les fonctions cognitives, notamment en soins primaires. Il faut que les médecins généralistes disposent d'outils pour, devant une personne qui se plaint de sa mémoire, ce qui est très fréquent, hein, une personne sur 4 à une personne sur 2 se plaint de sa mémoire, puisse faire une évaluation cognitive. Et notre centre à la Riboisière, nous avons développé un outil qui s'appelle le MEMScreen, qui est un outil destiné aux soignants, aux médecins, pour les aider à évaluer, devant une personne qui se plaint de sa mémoire, est-ce qu'il y a des arguments pour des difficultés cognitives objectives, et donc pousser plus avant les explorations vers une consultation mémoire, ou est-ce qu'on peut temporiser. Donc pour conclure, pourquoi faire un diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer, ou même pourquoi faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer dans la vie? Comme souvent, comme dans toutes les situations, il y a des arguments pour et des arguments contre. Les arguments contre, vous avez été confrontés nombreux ici, et vous savez que le parcours diagnostique est un parcours difficile, hein, il faut parfois insister, l'accès à ces biomarqueurs dont on a parlé reste souvent complexe. Les traitements symptomatiques actuels ont une efficacité qui reste au mieux limitée. Il y a la peur des conséquences sur le moral que peut avoir le diagnostic d'une pathologie grave, et il y a la volonté de ne pas savoir, bien sûr, qui est respectable et qui est garantie par le Code de santé publique. On peut ne pas être tenu informé de son état de santé. Si on regarde les raisons pour, eh bien, au contraire, c'est le droit d'être informé au mieux de ce que peut faire la médecine de son état de santé, si on le souhaite, lui aussi garanti par le Code de santé publique. Pourquoi c'est important d'entamer une démarche étiologique si on se plaint de sa mémoire? Parce qu'il y a la maladie d'Alzheimer, mais il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, il y a de nombreuses autres causes de troubles cognitifs, d'apnée du sommeil, les hydrocéphalies à pression normale, donc il y a beaucoup de causes curables, donc il faut faire un bilan minimum. Il y a la possibilité d'intervention précoce, de promouvoir l'activité physique, la stimulation cognitive, d'éliminer les médicaments qui peuvent aggraver l'évolution, la capacité à organiser son futur, la capacité qui est importante de pouvoir participer à des essais thérapeutiques, hein, c'est un des domaines où il y a le plus d'essais thérapeutiques actuellement dans la médecine, et surtout, eh bien, il y a l'espoir dont on va maintenant parler, lié à l'arrivée de ces nouveaux traitements qui ciblent la phase précoce de la maladie d'Alzheimer.
Merci beaucoup, professeur Dumurgier. Je propose que nous gardions les questions donc pour la fin de la présentation de Mathieu Secaldi, donc qui va maintenant nous parler des traitements actuels et futurs. Merci Hélène. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le Président, monsieur le Ministre. Dans cette salle, je me remémorais des réunions qui ont déjà eu lieu, parce qu'on se rencontre quand même régulièrement, et on avait dans ces réunions évoqué les espoirs de l'entrée de la maladie dans la thérapeutique. Et je pense que nous sommes en train de vivre une période extrêmement importante dans ce champ de la pathologie. Alors importante, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus. Au contraire, c'est une période génératrice de nouveaux problèmes. La présentation de Julien montre bien qu'il y a notamment des questions éthiques qui vont se poser. Mais vraiment, on rentre dans une période très différente de celle qu'on a vécue jusqu'à présent. Donc je vais aborder, effectivement, bon, Julien l'a dit, ce qu'on est en train de vivre sur le plan des perspectives thérapeutiques, avec cette transition entre finalement une approche fonctionnelle tardive de la maladie qu'on continue bien entendu à pratiquer et l'utilisation des biomarqueurs de la pathologie, d'autant plus importante et significative qu'on se situe à des stades précoces de la maladie, à des stades donc notamment où il n'y a pas encore de démence. Et donc Julien a évoqué les biomarqueurs qu'on utilise maintenant dans la pratique courante, et notamment le liquide cérébrospinal. Et donc on doit tenir compte de cette évolution, et ça replace un petit peu la maladie d'Alzheimer dans le champ sanitaire. La maladie d'Alzheimer a la particularité de nécessiter un traitement qui n'est pas que sanitaire, vous le savez bien, et France Alzheimer le sait bien, mais ça replace un petit peu le débat, le curseur sur c'est avant tout, d'abord, une maladie. Ça appartient au champ de la santé et des pathologies. Alors, comme l'a évoqué Julien, ce qui actuellement est l'axe principal, je dirais, de la recherche, on peut le discuter, il y a des discussions, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle la cascade amyloïde, c'est-à-dire en gros, il y a un trigger, quelque chose qui déclenche la pathologie, qui est cette amyloïdopathie, puis après tout le reste va arriver avec la taupathie, les dégénérescences des neurones et puis l'atrophie. Et donc c'est vrai que jusqu'à présent, la recherche thérapeutique est très dominée par cette hypothèse amyloïde, et avec différents types de médicaments qui sont susceptibles soit d'éliminer la pathologie amyloïde qui s'est formée dans le cerveau, soit d'essayer d'en diminuer la production, avec différentes catégories de médicaments. Et au premier rang de ces médicaments, il y a les anticorps anti-amyloïdes, qui ont la particularité donc d'aller se fixer sur la pathologie amyloïde du cerveau, et donc de favoriser une clairance de l'amyloïde du cerveau qui devrait normalement s'accompagner de signes cliniques. Alors il y a eu pas mal d'essais cliniques avec des anticorps qui se sont avérés négatifs, mais donc il y en a 2 très récemment qui ont abouti à des études positives, et je vais peut-être passer du temps en particulier sur cette étude qui concerne le lecanemab, qui a été étudiée dans la maladie d'Alzheimer légère. Et je crois que c'est important de passer du temps sur cette étude, parce que on en entend parler indirectement, on entend des choses qui se disent, et je pense qu'il est important qu'on regarde des choses plus précisément. Alors, comme vous le savez, l'Agence européenne de médecine avait au départ le CHMP précisément, c'est-à-dire le comité médical d'experts qui statue, avait écarté la possibilité d'une autorisation de mise sur le marché, alors que le lecanemab était mis sur le marché aux États-Unis, en Chine, au Japon, aux Émirats arabes unis, en Israël, au Royaume-Uni. L'Europe avait dit non, avec un argumentaire, je ne rentre pas dans le détail, mais qui était assez indigent et assez confus. Ça a suscité de la part de France Alzheimer, de beaucoup de sociétés européennes, d'aidants et de patients, mais également d'un certain nombre de sociétés scientifiques, des réactions, en disant « c'est pas raisonnable », et d'ailleurs l'argumentaire n'est pas suffisant, et de manière très intelligente, l'agence européenne, le 14 novembre dernier, a revisité son avis en admettant qu'on pouvait avoir une autorisation de mise sur le marché, en excluant
les patients les plus à risque d'effets secondaires, on va y revenir, à cause de leur statut génétique, ce fameux double epsilon 4 qui est à la fois un facteur de risque important de développer une maladie de l'Alzheimer tardif, mais aussi pour ce type de médicament, un facteur de risque important d'avoir des événements indésirables qui peuvent potentiellement être graves. Donc l'agence a finalement eu une décision raisonnable. J'avoue que moi, ça m'a réconcilié avec certaines des instances européennes, et notamment celle-ci. Ça prouve que les agences peuvent changer d'avis quand on leur apporte des arguments et qu'elles sont capables de les entendre. Alors, donc voilà, les trois parties, ça va être les trois parties essentiellement centrées là-dessus. Donc les données de l'étude dite Clarity, qui est l'étude qui a abouti à la MM de ce médicament. Quelles sont les perspectives de l'implémentation du lecanemab en France, et puis ensuite la recherche, qu'est-ce qu'on peut ensuite voir dans les perspectives. Alors l'étude Clarity, je ne vois rien du tout d'ici, mais je vois mieux ici. Les critères d'inclusion, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont des patients, il y avait des critères d'inclusion très précis. C'était des patients avec une maladie d'Alzheimer dite légère. Maladie d'Alzheimer légère, c'est soit des patients qui sont à un stade prodromal, trouble cognitif léger, auquel faisait allusion Julien tout à l'heure, c'est-à-dire relativement autonome, soit des patients qui sont au stade léger du trouble neurocognitif majeur. C'est un peu compliqué à dire, donc, mais qui ont une dépendance qui est relativement modérée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces patients ont été, donc ils avaient un certain niveau de cognition, et ces patients ont été aussi sélectionnés en excluant ceux qui étaient le plus à risque de développer, pensait-on à l'époque, des problèmes avec ce type de médicaments pour des raisons vasculaires. Donc il y a beaucoup de critères d'exclusion. Et ça illustre le fait que quand un patient vient nous voir en nous disant « moi je veux rentrer dans un essai thérapeutique, je suis volontaire », la plupart du temps il a une chance sur 4 de rentrer dans l'essai thérapeutique, parce qu'il y a beaucoup de critères d'exclusion qui vont nous conduire à lui dire non, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'êtes pas éligible pour telle et telle raison. Donc des critères, maladie d'Alzheimer légère, qui étaient bien définis. Donc il y a eu, vous voyez, c'est une étude internationale où il y a eu finalement à peu près 1800 patients qui ont été soumis à l'étude. C'est une étude en double aveugle contre placebo, vous connaissez le principe, c'est-à-dire que les patients sont perfusés, ils ne savent pas avec quoi ils sont perfusés, les médecins qui les suivent et qui les examinent, mon centre était impliqué, celui de Julien aussi, ne savent pas ce qu'on leur administre, donc c'est vraiment extrêmement précis. Et là, je dois dire que la recherche clinique est extrêmement, d'ailleurs ça devient de moins en moins de centres, je dirais, qui sont capables de mener ce type d'études, parce que c'est extrêmement rigoureux, extrêmement chronophage, ça nécessite des compétences, une expertise, une attention de tout le temps. Enfin, moi personnellement, je réponds à peu près tous les jours, par rapport à mon équipe, à une quinzaine de mails, le samedi et le dimanche compris, et aussi pendant mes vacances, parce que les patients sont suivis de manière extrêmement précise, et que c'est donc extrêmement sérieux. Donc, un bras avec la thérapeutique, un bras avec le placebo. Vous voyez que l'âge des patients, c'est les deux groupes, ceux qui étaient sous placebo et sous lecanemab, ils avaient à peu près 71 ans. Le score au MMSE, je ne sais plus s'il est représenté ici, voilà, il est en bas, il était assez élevé, 25. Vous voyez, c'est 25 sur MMSE, le maximum c'est 30. Vous voyez que c'était vraiment des patients qui étaient à des stades légers, très légers de la maladie en moyenne. Et puis donc il y avait un certain nombre d'entre eux qui étaient porteurs d'un ou deux epsilon 4, ce qui est absolument classique quand on fait des études dans la maladie d'Alzheimer. Le critère principal de l'étude, c'est une échelle qu'on appelle la Clinical Dementia Rating, qui est une sorte d'interview semi-structurée où l'examinateur va évaluer la cognition et le fonctionnement du patient en interrogeant successivement les patients et les aidants. C'est pas un outil parfait, mais c'est l'outil qui se rapproche probablement le plus de la pratique clinique. C'est ce qu'on fait en pratique clinique quand on suit des patients. Eh bien, on a à la fois des mesures objectives, psychométriques, et puis on a aussi des données d'entretien avec le patient et avec l'aidant. Et tout ça permet ensuite d'avoir des scores qui évaluent 6 domaines: la mémoire, l'orientation, le jugement, la résolution de problèmes, les activités en dehors du domicile, la maison, le loisir et les soins personnels. Et donc, ce que l'étude a montré, c'est que sur ce critère principal, les patients qui, ici, sont représentés en jaune, ont eu un déclin. Ils ne se sont pas stabilisés.
ils ne se sont pas améliorés. Ils ont eu un déclin qui était moins important que ceux des patients qui n'étaient pas soumis aux médicaments, donc avec à peu près 27% de différence, si vous voulez, à 18 mois. Après 18 mois de traitement, ce déclin était moins important, à peu près d'un tiers pour les patients qui avaient bénéficié du lecanemab. Je ne peux pas le montrer, mais il y a eu des études ouvertes qui sont poursuivies. Alors évidemment, dans les études ouvertes, dans ces études, vous savez, au bout des 18 mois, tous les patients prennent le traitement. Enfin, tous ceux qui le veulent, bien entendu. Et donc, les patients continuent à être suivis. Et on ne peut plus les comparer au placebo, puisqu'il n'y a plus de placebo. Donc on les compare à ce moment-là à ce qu'on appelle des cohortes académiques, c'est-à-dire des cohortes qui sont suivies régulièrement de patients qui ne prennent pas de traitement. Et les derniers éléments que l'on a par rapport à la suite, c'est que cette action, cette réduction du déclin continue après 18 mois et qu'elle double à 36 mois. Donc on a vraiment quelque chose qui est significatif, avec une échelle, encore une fois, qui évalue à la fois les aspects de cognition et fonctionnels. Alors, ce qui est important également de dire, c'est qu'il y avait des critères secondaires, et tous les critères secondaires, dans les essais, il y a un critère ou plusieurs critères principaux, puis il y a des critères d'efficacité secondaire. Et ce qui est très important dans ces études, contrairement à d'autres, c'est que c'est convergent. C'est que tous les critères, tous les résultats vont dans le même sens. C'est le cas notamment de la réduction du déclin cognitif avec une échelle cette fois-ci très psychométrique, où on mesure la cognition des personnes de manière régulière. Et en comparaison du placebo, vous voyez, on a une différence de 28% à 18 mois. Et donc, cette convergence des effets, elle est d'autant plus importante qu'elle est observée donc dans des échelles d'évaluation de la cognition, mais également dans des échelles d'évaluation fonctionnelle. Et donc, vous voyez, par exemple, sur l'échelle d'évaluation des activités de la vie courante, c'est pas 27, c'est 37% qu'il y a comme réduction. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, cette notion de convergence. On n'est pas dans quelque chose qui est artefactiel. On a différentes mesures, et toutes ces mesures montrent la même chose. C'est pas une révolution, mais ça montre le même effet. Et ce qui est aussi également important, c'est que ce médicament entraîne effectivement une clairance de l'amyloïde dans le cerveau, c'est-à-dire que les patients étaient soumis à des PET amyloïdes et on mesurait la pathologie amyloïde au niveau de ces PET et effectivement on retrouve aussi une réduction de la charge amyloïde au PET scan. Alors je ne rentre pas dans les détails techniques, mais donc on a vraiment un cerveau qui se nettoie progressivement de sa pathologie amyloïde. Ça, c'est très important parce que c'est corrélé à la clinique. Attention, il y avait des anticorps pour lesquels on avait déjà démontré ça, mais il n'y avait pas d'effet clinique. C'est-à-dire que nettoyer le cerveau de la pathologie amyloïde, c'est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante. Donc, mais là, dans ce cas-là, on a des effets cliniques et des effets sur la pathologie et sur les biomarqueurs dont a parlé Julien, notamment aussi sur le phosphoto. Alors c'est pas le 217, c'est le 181 et c'était dans le liquide cérébrospinal et dans le sang. Là aussi, on a des effets positifs sur les différents biomarqueurs qui peuvent être utilisés. Alors, le problème, ce sont les événements indésirables, les effets secondaires. Et c'est là toute la question de l'implémentation de ces médicaments. Car en effet, les patients qui sont sous lecanemab ont un risque plus important que les autres, et c'est un effet de classe, de développer ce qu'on appelle des ARIA, des amyloid-related imaging abnormalities, c'est-à-dire des modifications dans l'imagerie cérébrale qui sont soit de type œdémateuse, soit de type hémorragique, et vous voyez que c'est très influencé par le statut génétique. Le risque d'ARIA, par exemple, passe chez les patients non porteurs d'un epsilon 4 de 1,4% à 9,2% chez ceux qui sont homozygotes pour l'epsilon 4. Donc ça, c'est un point extrêmement important, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sociétés européennes, bon, en ce moment, il y a des recommandations européennes qui sont établies, mais la Fédération des centres mémoire, qui, comme vous le savez, la Fédération des spécialistes de l'Alzheimer en France, a un groupe de travail, je ne sais pas si Julien en faisait partie, mais en tout cas, il fait partie des gens qui ont réfléchi, avait proposé de ne pas traiter les patients
en double epsilon 4, qui avait un double epsilon 4, tout simplement parce que le risque était trop important. Et c'est finalement ce que l'agence a décidé, l'agence européenne, dans toute sa sagesse, a décidé. Il y a aussi des risques d'hémorragie, et on parle beaucoup de ces risques d'hémorragie, mais je voudrais attirer votre attention, parce que c'est vrai que d'avoir une hémorragie dans le cerveau, c'est grave, et c'est potentiellement très grave, mais le risque, il est de 0,7%. 0,7% dans l'étude. C'est un risque qui est effectivement significatif. Et il est quand même de 0,1% chez des patients qui sont sous placebo. C'est-à-dire que spontanément, un certain nombre de patients Alzheimer vont faire des hémorragies. Par contre, ce risque peut être augmenté à 0,7%, qui est quand même extrêmement bas par rapport à ce qu'on entend, puisqu'on entend beaucoup parler d'un médicament qui tue, d'un médicament qui entraîne des hémorragies rabissimes, etc., etc. Regardons les faits. Les faits, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, un risque d'hémorragie, éventuellement symptomatique, pas toujours, et quand elle est symptomatique, potentiellement grave, mais très minime par rapport à, par exemple, au risque d'ARIA qui sont ces... Alors voilà, les ARIA, c'est des... Ça, vous les voyez peut-être pas trop sur l'imagerie que j'ai montrée, mais voilà, c'est des petits œdèmes qu'on voit sur les IRM. La plupart du temps, ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'entraînent pas de symptômes. La plupart du temps, ils apparaissent dans les premières semaines du traitement, et ils disparaissent quand on suspend le traitement. Quelquefois, ils sont associés à des symptômes qui sont assez souvent des symptômes relativement banaux, mais voilà, ils sont le plus souvent asymptomatiques et dans les premières semaines du traitement pour les ARIA œdémateuses, comme c'est des petits œdèmes qu'on voit sur l'IRM. Donc, il va falloir surveiller les IRM des patients à qui on va prescrire ce traitement. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis ici. Vous voyez, les ARIA, eux, sont le plus souvent d'intensité légère à modérée. Ils sont par contre, vous voyez, beaucoup plus importants, 32% chez les homozygotes epsilon 4. C'est vraiment, il y a un statut génétique qui va influencer le risque. Alors, c'est paradoxal, parce qu'on se dit, et c'est un peu ce que l'agence a dit, mais attendez, c'est complètement paradoxal. Vous proposez un traitement pour l'Alzheimer, et ce traitement entraîne des événements indésirables chez les patients qui sont le plus à risque de développer une maladie d'Alzheimer. C'est une partie des patients, c'est 20% des patients dans les essais thérapeutiques. 20%. Donc ça voulait dire que, parce que 20% malheureusement ont des événements indésirables, un risque d'événements indésirables beaucoup plus important, on allait écarter les 80 autres % d'emblée, systématiquement, du traitement. Finalement, la décision n'en a pas été prise, et encore une fois, je pense que c'est extrêmement important. Donc, bien entendu, le statut génétique va faire partie du bilan. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, et je vais passer dans la deuxième partie, qui va être assez rapide d'ailleurs, de l'implémentation du lecanemab en France. Parce que bon, là, le CHMP a donné un avis positif. Normalement, la Commission européenne a 2 mois pour valider cet avis et pour donc officialiser l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça veut dire 14 novembre. J'imagine qu'avant le 14 janvier, on va avoir un papier de la Commission européenne qui va dire le médicament, le lecanemab, peut être mis sur le marché en Europe. Et à partir de là, les agences des différents pays, et notamment chez nous la Haute Autorité de Santé, vont décider de l'implémentation concrète de ce médicament, de ce qu'il apporte de plus au traitement des patients, et puis ils vont surtout décider de son mode de prise en charge. Est-ce que la collectivité nationale va le prendre en charge, à quel niveau, à quel degré? Donc c'est des décisions qu'on attend et qui vont probablement prendre plusieurs mois d'instruction. Alors, simplement, effectivement, pour vous dire qu'on n'attend pas ces décisions pour des recommandations, et comme je l'évoquais tout à l'heure, bon, il y a d'une part des recommandations américaines qui avaient été faites. Le médicament, je pense, est maintenant accessible aux États-Unis, je pense, depuis au moins 1 an et demi. Hein, et globalement, sur le plan international, dans tous les pays où il est accessible, ce n'est pas des millions de patients qui sont sous traitement, c'est 10 000 patients actuellement, au niveau mondial. Donc, on s'attend, c'est important, bien entendu, mais on ne s'attend pas à un tsunami. D'accord ? Les critères sont tellement restrictifs. Le médicament est aussi contraignant. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une perfusion tous les 15 jours. Il faut venir à l'hôpital tous les 15 jours pour être perfusé. Il faudra subir des IRM pour surveiller les événements indésirables. Donc, un certain nombre de patients vont dire oui, moi je suis d'accord, s'ils sont éligibles. Un certain nombre d'autres diront non, moi j'ai envie de voyager.
j'ai pas envie de me bloquer avec une perfusion tous les 15 jours, etc. C'est ça qui est important aussi à considérer. Et donc, il y a des recommandations de la Fédération de Centre Mémoire qui ne sont peut-être pas encore publiées, mais qui vont pas tarder à l'être, voilà, bon, qui finalement amènent à poser des questions qui sont quels sont les éléments pour identifier les patients éligibles à ce traitement. Il faut qu'on y réfléchisse, on y réfléchit, et on s'y prépare. Les critères d'éligibilité, bien entendu, utilisés dans les essais cliniques, ça c'est le minimum, mais il n'y a pas que ça. Les profils associés aux bénéfices les plus significatifs, j'entends des bénéfices cliniques les plus significatifs, tenir compte des profils à risque d'effets secondaires, et notamment ceux qui font des effets secondaires graves, et puis les données personnelles contextuelles. Encore une fois, dans la maladie d'Alzheimer légère, les patients, c'est ce qu'on essaie de vivre avec eux, de leur conseiller, c'est de vivre le plus normalement possible. Et une perfusion tous les 15 jours, ça ne permet pas vraiment d'envisager une vie complètement normale. Donc ces éléments-là devront être pris en compte, et on a fait un état des lieux au niveau de la Fédération des centres mémoire pour effectivement savoir quels étaient les problèmes qui risqueraient de survenir dans le parcours de soins des patients atteints de maladie d'Alzheimer légère avec l'arrivée de ces médicaments. Donc je ne rentre pas là aussi dans les détails, mais on s'y prépare. Voilà, on s'y prépare en termes de structure, en termes d'accueil des patients dans des structures de type hôpital de jour, parce qu'on ne pourra pas faire la perfusion n'importe où, ça va être dans des hôpitaux de jour spécialisés, avec des équipes qui ont l'habitude. On s'y prépare avec des IRM cérébrales qui vont être régulièrement faites, avec de la génétique. Voilà, il y a tout un travail de préparation pour être prêt quand le médicament arrivera. Alors quand est-ce qu'il arrivera? Je n'ai pas le planning, mais je ne vais pas trahir un secret, l'instruction par l'HAS va durer plusieurs mois, probablement au moins un an et demi. Mais le laboratoire fait ce qu'on appelait avant une autorisation d'utilisation, d'utilisation précoce, voilà, et une ATU, ce qu'on appelait avant une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation. C'est-à-dire que l'HAS peut autoriser l'utilisation du traitement avant de donner tous les éléments qui aboutiront à son utilisation de manière pérenne. Et donc on va probablement, selon la décision de l'HAS, il n'est pas exclu que le médicament arrive au printemps. Printemps, été, dans nos services, dans nos structures, et donc il faut qu'on se prépare, on s'y prépare concrètement pour accueillir, encore une fois, pas un tsunami, mais mettre en place la machine, si je puis dire, les dispositifs qui vont nous permettre vraiment, pour les patients qui sont dans les clous, si je puis dire, de discuter avec eux, de les informer. Et ce qui est très c'est l'une d'entre vous qui parlait du qualificatif d'incompétence, que les patients Alzheimer sont d'emblée qualifiés d'incompétents. Ça remet le curseur, ça remet le patient au centre de la décision. Et ça va nous conduire à changer un peu nos façons de faire. Voilà. Je crois que c'est extrêmement important. Ça remet le patient au centre de la décision. Il faudra qu'il y soit associé. Et ça permettra donc, on l'espère, à des patients de prendre la meilleure décision. Voilà. Je vais terminer rapidement parce que je pense que je suis au-delà du temps. Le donanemab est un autre anticorps anti-amyloïde qui a donné un résultat positif avec des choses similaires qui va probablement arriver. Les principes de la recherche actuellement, c'est d'agir de plus en plus tôt, à long terme, de combiner les actions, de ne pas négliger les autres acteurs, d'agir au bon moment. Il y a un certain nombre d'essais, pas en France pour l'instant, où des médicaments de ce type sont utilisés dans la phase dite préclinique, chez des personnes qui sont asymptomatiques, mais qui sont, selon la définition, soit à une phase biologique de la maladie, soit à risque de développer la maladie. Donc ça existe, il y a déjà des essais de ce type au niveau international, en particulier aux États-Unis. Et puis, il y a l'idée de combiner les actions, peut-être dans le temps, c'est-à-dire à la fois des médicaments qui agissent sur l'amyloïde et puis sur d'autres facteurs après. Il ne faut pas négliger les autres acteurs et agir au bon moment. Et ce qui est intéressant dans la physiopathologie, on continue à travailler sur la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Tout n'est pas résolu. Ce n'est pas résumable dans cette classification ATN et dans cette cascade amyloïde. Il y a bien d'autres choses qui interviennent, et notamment la neuroinflammation, et donc il y a des approches thérapeutiques contre la neuroinflammation, et aussi ce qu'on appelle l'approche sénolytique, qui est plutôt une approche thérapeutique contre la sénescence. Voilà, désolé d'avoir été un petit peu trop long, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations très riches et toutes ces perspectives qui, je pense, vont soulever des questions
Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou des demandes de précision, tant sur le diagnostic que donc sur le traitement qui arrive. Donc, comme l'a dit le professeur Secaldi. Oui, on vous écoute. Merci. Si on peut éclairer un peu la salle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Madame Blond-Odile. Je suis ergothérapeute en équipe spécialisée Alzheimer. Donc, j'interviens auprès de personnes qui ont des troubles neurocognitifs au quotidien. Et merci pour vos présentations. Merci pour le travail de revue littérature, qui est hyper intéressant et qui va pouvoir aussi m'étayer dans mes parcours et accompagnement. Je voudrais savoir s'il y avait déjà un étayage qui était organisé, quand ces thérapeutiques seront disponibles pour les personnes, pour qu'on puisse les orienter au mieux vers des centres mémoire, je ne sais pas, qui seraient en mesure de mettre en place ces thérapeutiques-là, pour qu'on ait un maillage pertinent et adapté pour les personnes que l'on rencontre. Bon, on ne le sait pas nous non plus, hein. Ça va dépendre des décisions de la Haute Autorité de Santé. Ce qui a priori est évoqué, et ce que tout le monde a priori a l'air de partager comme attitude, ça va être une prudence. Cette prudence va probablement conduire à ce que seul un certain nombre de centres qui ont l'habitude de ces médicaments parce qu'ils ont participé aux essais thérapeutiques seront ceux qui pourront les dispenser. La prudence, c'est que ce ne sera pas un médecin, si génial soit-il, dans son coin, qui prendra la décision tout seul. Ça sera ce qu'on appelle une RCP, probablement, c'est-à-dire une réflexion multidisciplinaire. Donc, je ne peux pas vous dire vers qui il faut les orienter, mais si vous intervenez déjà, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a prescrit l'équipe de soins Alzheimer et que donc ils ont déjà vu des spécialistes, et je pense que les personnes qui les ont orientés vers vous-même auront eux-mêmes les réponses dans quelques mois. D'accord. Merci beaucoup. Oui, alors nous avons une question, Monsieur Despès, on vous écoute. Oui, bonjour. Gérard Despès, le président de l'Hérault. Si on comprend bien, tous les patients qu'on accompagne aujourd'hui ne sont pas éligibles. Donc ça veut dire quel est l'enjeu pour diagnostiquer, du moins toucher l'information sur les patients précoces. En travaillant avec Bénis, Gavel, etc. Donc on s'aperçoit que l'enjeu, c'est de former les médecins généralistes et les gérontaux. Parce que les premiers signes de perte d'autonomie vont plutôt là-dedans. Et ils sont pas du tout armés. Et aujourd'hui, cette filière, disons, est à construire réellement en termes de communication. Et de ce fait-là, ils envoient des patients en CMR alors qu'ils pourraient être très bien, dans un premier temps, gérés. Et ils embolisent, disons, c'est plutôt une situation complexe qui remonterait au CMR. Donc on est limité dans les files actives. Donc là, est-ce qu'il y a un enjeu, une réflexion sur cette approche d'information, de communication, qui est vraiment le rôle des CHU, quoi, hein, grosso modo? Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne remarque. Effectivement, c'est ce qui est important de comprendre concernant ces nouveaux traitements, c'est que c'est des traitements qui ciblent la phase débutante de la maladie, et effectivement ça va entraîner un certain nombre de défis, notamment pour les filières médicales, pour essayer d'optimiser la meilleure orientation et repérer le diagnostic. C'est des situations qu'on a vécues dans d'autres domaines, notamment de la neurologie. Je pense aux accidents vasculaires cérébraux. Vous savez peut-être qu'on dispose d'un traitement qui est très efficace, qui s'appelle la thrombolyse, où on perfuse des traitements très puissants capables de dissoudre les caillots. Le problème, c'est qu'ils doivent être administrés dans les 3 heures qui suivent l'accident vasculaire. Donc quand ces traitements sont arrivés au milieu des années 90, c'est un peu la même réflexion qu'on avait. C'est des pathologies qui sont très fréquentes, hein. Il y a plusieurs centaines de milliers d'accidents vasculaires cérébraux qui ont lieu chaque année. Arriver d'un traitement qui est efficace, mais dans les 3 heures, donc ça impose encore des défis beaucoup plus, peut-être différents, mais plus importants peut-être encore que pour la maladie d'Alzheimer. Et petit à petit, les filières se sont organisées pour optimiser, faire quelque chose qui était impensable au début des années 90, qu'on puisse arriver dans les 3 heures, après son AVC, à avoir son IRM, être au bon endroit pour bénéficier le traitement. Donc effectivement, l'arrivée de nouveaux traitements avec une efficacité potentielle mettre des contraintes, mais c'est une bonne chose sur l'organisation du
de la filière de soins d'une manière générale, qui est complexe, parce qu'il n'y a pas que les centres spécialisés, c'est tout le soin primaire, la médecine générale qui doit être impliquée pour mieux orienter au plus tôt, pour traiter les gens le plus tôt possible, avant qu'il y ait une mort neuronale trop marquée notamment. J'ajouterais juste, parce que je suis un peu plus âgé que Julien, juste un peu plus, que c'est une vieille question, la question des médecins généralistes. Quand il y a eu le plan Alzheimer, le ministère avait organisé un groupe de réflexion avec les médecins généralistes et avec les spécialistes pour essayer de travailler sur la question. Et le groupe de réflexion dont je faisais partie avait proposé à des généralistes de se former un peu plus spécifiquement à la question de l'Alzheimer. On s'est fait jeter par les généralistes. On s'est fait jeter en 10 minutes. Ça n'a pas duré longtemps. C'est une question compliquée qui est pourtant essentielle, mais qui, je pense, est une question générale, Monsieur le Ministre, que peut-être vous aurez, j'espère, l'occasion de traiter ultérieurement. C'est la difficulté que l'on a actuellement avec la médecine générale. Vous savez fort bien, nous on voit dans nos consultations des patients qui arrivent sans médecin généraliste, et de plus en plus. Donc, c'est vraiment un problème compliqué, qui est comment ces soins primaires, comment le médecin généraliste peut s'intégrer dans ce parcours de soins. Il est incontournable, mais d'un autre côté, on n'a pas les clés actuellement pour l'aider à s'intégrer naturellement, confortablement dans ce parcours. Mais c'est une vraie problématique. Mais la réflexion, elle date de 25 ans, moi. Merci beaucoup. Oui, on vous écoute. Oui, Judith Melki. J'avais une question sur le traitement avec les anticorps anti-amyloïdes et notamment les effets hémorragiques. Vous avez précisé que c'était plus fréquent chez les sujets homozygotes que hétérozygotes pour le variant APOE4. Je voulais savoir, est-ce que sur un modèle, par exemple, animal, comme chez la souris, est-ce qu'il y a quel est l'effet du knockout homozygote de APOE4 chez la souris? Est-ce qu'il y a des effets hémorragiques? Parce que ça pourrait être le témoin de l'inactivation de APOE4 qui pourrait conduire aux effets hémorragiques. Alors, le gène APOE4, il code pour une protéine qui s'appelle l'apolipoprotéine E, qui est une protéine essentielle dans le fonctionnement du cerveau, puisque c'est la protéine qui transporte le cholestérol dans le système nerveux central. Donc c'est une protéine qui est essentielle dans la vie, pour le fonctionnement du système nerveux. Une autre propriété de cette protéine ApoE, c'est qu'elle aide à éliminer le peptide bêta-amyloïde. Ce n'est pas sa fonction première, mais c'est notamment son rôle dans la maladie d'Alzheimer, c'est que c'est un peu l'éboueur du peptide bêta-amyloïde, et le variant codé, l'isoforme codé par le gène ApoE4 est moins efficace pour éliminer le peptide bêta-amyloïde, ce qui fait que le peptide bêta-amyloïde s'accumule plus. Voilà, donc le fait d'être knockout ApoE se passe mal pour le cerveau. Il y a beaucoup de recherches thérapeutiques, le professeur Secaldi l'a évoqué. Il y a énormément de pistes qui sont évoquées, notamment des pistes génétiques qui ciblent à modifier cette protéine ApoE. Par exemple, il y a des techniques génétiques actuellement qui permettent de convertir, entre guillemets, la protéine ApoE4 en la protéine naturelle ApoE3, voire la protéine ApoE2 qui, elle, est protectrice. Donc on n'a pas pu tout aborder sur le plan thérapeutique, mais il y a des vraies réflexions sur les thérapies géniques chez ces patients les plus à risque d'un point de vue génétique. Alors, juste pour compléter la réponse de Julien, sur l'hémorragie, il y a une question pratique, je dirais presque plus importante que l'ApoE4, c'est les patients sous anticoagulants. Les personnes de plus de 70 ans, il y a à peu près 10 à 12% de la population qui est sous anticoagulant oral. Et là, c'est un risque de favoriser les événements hémorragiques, et c'est aussi un élément de réflexion qu'on prend en compte et qu'on va prendre en compte. Et d'ailleurs, ce qui a entraîné une médiatisation importante de ce risque hémorragique, c'est le cas d'un patient aux États-Unis qui était donc sous lecanemab, c'est bien ça, et qui a eu une suspicion d'AVC et qui donc a été thrombolysé. Et effectivement, il a fait une hémorragie massive et il est mort.
Et en fait, en revoyant le cas de manière un peu critique, le groupe d'études de la FCM s'est dit c'était peut-être pas un AVC, c'était peut-être un gros ARIA hémorragique. Enfin, ça a été une des questions qui a été évoquée. Donc, ça veut dire que, vous voyez, par exemple, dans la réflexion, on se dit, les patients qui sont les plus à risque de faire des AVC et qui ont un Alzheimer, est-ce qu'on va leur proposer cette thérapeutique? Parce que si on leur propose cette thérapeutique, par définition, ils seront exclus de la thrombolyse à laquelle Julien faisait allusion tout à l'heure. C'est ces questions-là qui sont des questions très pratiques. Et ce que j'aimerais vraiment faire passer comme message, c'est qu'on n'est pas du tout dans un entrisme thérapeutique. On n'est pas dans l'idée de on va traiter tout le monde. Au contraire, on sait que c'est des molécules délicates à utiliser. On ne veut pas qu'il y ait de problèmes importants, parce que s'il y a des problèmes importants, surtout en France, on le sait, les molécules sont très rapidement disparaissent du marché quand il y a des problèmes importants, même quand elles ont des effets bénéfiques. Donc on va tout faire pour limiter ce risque. Mais c'est au-delà des essais diagnostiques et au-delà des recommandations des Américains. Donc on va vraiment aller dans la granularité, dans l'évaluation du ratio bénéfice-risque individuel. Et cela implique une information et une éducation thérapeutique des patients qui, dans ces stades légers, doivent être impliqués dans la décision. Et est-ce que vous avez une idée peut-être du nombre de personnes qui seront éligibles au traitement? Vous avez dit que ce ne sera pas un tsunami, 10 000 personnes aujourd'hui. C'est pour ma région, parce que moi, dans mon secteur, c'est la moitié de la région PACA, c'est CMR PACA Ouest. J'ai actuellement, sur la région, avec mes collègues de la région, on a identifié 220 patients dans nos files actives qui sont susceptibles d'avoir ce traitement. Pour la région PACA, et c'est uniquement le côté ouest. Je ne sais pas du côté de Nice à combien ils ont évalué. Donc on est sur peut-être quelques milliers de patients en France, mais pas sur des dizaines ni des centaines de milliers de patients. Et en plus, c'est sans prendre en compte le choix ou pas du patient de se contraindre dans ces essais, dans cette démarche, pardon. Très bien, merci. Oui. Ah. Non, c'est là. Pardon, on vous écoute. François Lemestre, donc président de France Alzheimer Guadeloupe. Professeur Segaldi, bonjour. Je me disais s'il n'y avait pas une question de la Guadeloupe. C'est pas une réunion. Ouais, non. Deux questions courtes. C'est la première. Alors, vous parlez du diagnostic, par exemple, précoce, le diagnostic de la maladie, où il y aurait à peu près 30% d'erreurs dans l'évaluation de la maladie. Et la ponction lombaire, par exemple, il semblerait qu'on soit plus proche de 100% du diagnostic de cette maladie. Alors, pourquoi ne pas préconiser la ponction lombaire, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, que quand vous faites des analyses, ça prend des mois avant d'avoir un résultat. Il est possible que la ponction, ce soit beaucoup plus rapide. Et ma deuxième question, alors comment il s'appelle l'écanébab. On sait que c'est un traitement qui coûte très très cher. Est-ce que la France ne va pas traîner du pied pour le remboursement de ce médicament? Merci. Peut-être pour la première, professeur Dumurgier, sur les 30%. Oui, je vais répondre. Alors, les 30%, effectivement, c'est sur les critères basés purement sur la clinique. Là, comme vous l'avez vu dans mon exposé, la médecine évolue d'une situation où on faisait des diagnostics cliniques à un diagnostic de la cause. Donc l'identification de ces protéines qui entraînent des troubles cognitifs, avec une subtilité entre les critères américains qui disent que dès qu'on a une protéine, on a la maladie, et les critères européens et donc français, sous l'égide du professeur Dubois, qu'il faut avoir et la protéine et les signes cliniques. Mais clairement, actuellement, effectivement, les recommandations sont celles d'un diagnostic clinico-biologique quand c'est opportun. Là aussi, il ne s'agit pas d'aller faire une ponction lombaire à 1 200 000 personnes pour tout un tas de raisons, mais notamment dans les phases précoces, notamment si on se pose la question d'un traitement étiologique qui va cibler cette fameuse protéine bêta-amyloïde, eh bien, clairement, les recommandations sont celles de faire une ponction lombaire. Il y a d'autres recommandations qui sont en cours par la Fédération des centres mémoire sur lesquelles je suis plus impliqué, notamment pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Et là aussi, sans trahir de grands secrets, on s'aligne sur la position européenne qui est un diagnostic clinico-biologique, où certes, le diagnostic clinique est essentiel, le bilan neuropsychologique dont on n'a pas parlé, mais essentiel dans le diagnostic à un stade précoce de la maladie, et les biomarqueurs, en premier lieu la ponction lombaire,
actuellement en 2024. Peut-être qu'en 2025-2026, les prises de sang, les dosages plasmatiques prendront le relais, mais actuellement, décembre 2024, la ponction lombaire, effectivement, reste très importante pour le diagnostic positif de maladie d'Alzheimer. Professeur Secaldi, sur le coup. Oui, alors sur le coup, je ne peux pas évidemment vous dire quelle sera la décision de la Haute Autorité de Santé. C'est effectivement le service médical rendu qui est évalué, donc c'est après c'est ce qui va déterminer notamment la manière dont ça va être pris en charge par la collectivité nationale. Mais par contre, il y a deux choses qui sont importantes à considérer. La première, c'est qu'un médicament, le prix, ça se discute. Les agences nationales des médicaments discutent le prix avec les laboratoires. Et les laboratoires sont manifestement prêts à discuter. La deuxième chose, c'est que ce qui coûte de l'argent, c'est que c'est des perfusions qui vont nécessiter des sessions d'hôpital de jour régulièrement, c'est-à-dire on ne pourra pas les faire à la maison, on les fera dans des centres spécialisés. Et donc, ce qui est en train de se dessiner pour le lecanemab, c'est en cours de réflexion, c'est une forme sous-cutanée qui pourrait prendre le relais de la forme intraveineuse. Et donc le modèle qui est actuellement envisagé, je dis bien envisagé, c'est une hypothèse de travail, mais qui devient sérieuse, c'est que les patients commenceraient par des perfusions régulières pendant 1 an, et ensuite passeraient à des administrations sous-cutanées, qui sont évidemment beaucoup moins contraignantes et beaucoup moins coûteuses. Donc il n'y a pas que le médicament, il y a tout ce qui entoure le médicament. De manière générale, c'est vrai qu'on manque d'études médico-économiques pour évaluer l'impact et positif et, entre guillemets, négatif, si je puis dire, de l'administration de ces médicaments, mais on peut aussi espérer qu'il y a un impact sur la dépendance. Si on gagne quelques mois de dépendance, et en gagnant ces mois de dépendance, il y a un coût qui, effectivement, que les économistes de la santé sont probablement en mesure d'évaluer, mais qui, à ce jour, est pas vraiment précisément évalué. Mais il y a aussi un effet positif sur le coût de la dépendance. Merci beaucoup. On a une question de ce côté-là. Non ? Ah, c'était la même. D'accord. Oui. Le micro arrive. On vous écoute, madame. Je suis une Française lambda concernée par la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot du trontinemab, dont j'ai entendu dire que... Alors j'écorche peut-être le mot, dont j'ai entendu dire qu'il avait des taux de risque bien inférieurs au Leqembi. Professeur Dumurgier. Oui, je vais dire un mot sans rentrer dans les détails. C'est que je pense qu'effectivement, on est au début de cette nouvelle thérapie. Donc là, on a franchi une étape extrêmement importante qui est de montrer qu'on pouvait avoir un effet clinique. Et un effet clinique à long terme. 18 mois, c'est quelque chose qui n'avait jamais été observé jusqu'à présent dans la maladie d'Alzheimer, au prix d'effets secondaires qui sont certes limités, mais qui restent présents. Et les étapes suivantes, de développer, et c'est le travail des laboratoires pharmaceutiques, de développer des molécules optimisées qui permettent peut-être d'améliorer les effets cliniques et de diminuer les effets secondaires. Et la molécule dont vous parlez a la particularité d'être associée à ce qu'on appelle en bon français un brain shuttle. Alors je ne sais pas bien comment ça se traduit en français, mais l'anticorps est attaché à une sorte de molécule qui améliore le passage directement dans le cerveau, ce qui permet de réduire considérablement les doses d'anticorps qui sont administrées. Et de ce fait, on espère effectivement réduire aussi considérablement les effets secondaires. C'est-à-dire qu'on pourra avoir le même effet clinique, mais avec moins d'effets secondaires, en utilisant des doses beaucoup plus faibles. Donc ça fait partie des nombreux espoirs, mais la liste est longue. Encore une fois, là on est vraiment au début d'une première étape qui est l'arrivée de traitements efficaces, et c'est ce qu'on voit dans tous les domaines de la médecine. Ensuite, on optimise les traitements pour faciliter l'accès en utilisant des formes sous-cutanées, réduire les effets secondaires, améliorer l'effet clinique en combinant à d'autres thérapies. Donc voilà, il reste encore de nombreux pas à franchir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Ah, excusez-moi. Allez-y, on vous écoute. Daniel Naoum de France Alzheimer Vaucluse. J'ai une question sur les médicaments qu'on a appelés depuis une vingtaine d'années les anti-Alzheimer, qui sont déremboursés depuis quelques années. Et est-ce que c'est uniquement pour des raisons financières, au niveau de la question du service médical rendu, qui est le prétexte,
qui sont déremboursés, mais pas interdits. Donc, on a dit qu'ils étaient toxiques, mais en fait, on peut continuer à les prescrire. Et les patients, les personnes qu'on accompagne depuis 35 ans, qui ont été vraiment soulagées quand, dans le début des années 2000, on a pu enfin prescrire quelque chose. On a vu aussi comment les médecins enfin prenaient en main leur rôle et dans le diagnostic, l'accompagnement. Voilà, c'est... En quoi est-ce qu'on va exclure, parce qu'il y a des futurs médicaments, diagnostics et traitements, est-ce qu'on va exclure ça? Merci Madame pour cette question. Professeur. Oui, effectivement, merci beaucoup pour ces traitements qui sont dits traitements symptomatiques, qui, à la différence des traitements, de ces nouveaux traitements qui ciblent la phase précoce, eux ont un spectre d'action beaucoup plus large puisqu'eux, ils concernent les formes modérées, voire modérées à sévères pour la mémantine, qui effectivement ont été déremboursés en 2018, mais effectivement gardent leur AMM, donc continuent d'être prescrits, mais à la charge des patients. C'est une position qui est unique de la France. J'ai participé à une étude, on a regardé le niveau de consommation de ces traitements dans différents pays européens, à l'échelle macro, en regardant l'ensemble des pays. En France, cette consommation, suite au déremboursement, aux avis négatifs successifs de la Haute Autorité de Santé, ont diminué de quasiment 90% en 10 ans. Si on regarde en Angleterre, sur la même période, la consommation a doublé et elle est restée stable en Espagne, en Allemagne. J'en profite pour remercier France Alzheimer, et vous remerciez vous tous, puisque grâce à l'association France Alzheimer, on a pu financer un nouvel essai sur les traitements symptomatiques, le donépésil, un anticholinésterasique, en Île-de-France, où on réévalue avec des nouveaux critères basés sur les biomarqueurs quelle est l'efficacité symptomatique de ces traitements. Et on a quasiment atteint les 120 patients inclus et on espère avoir prochainement des nouvelles réponses scientifiques qui pourront, avec d'autres, être utilisées pour essayer de rejustifier leur utilisation, puisqu'il y aura encore des patients à des stades modérés, encore des patients à des stades sévères qui pourront potentiellement bénéficier de ces traitements. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Julien. C'est un sujet qui me provoque chez moi un prurite. Parce que j'ai vécu en direct, quand j'étais président de la Fédération des centres mémoire, l'instruction de la Haute Autorité de Santé, la manière dont ça s'est passé, la décision de la ministre, etc. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que ça montre que tout a une importance et que la représentation d'une maladie au plan d'une société a beaucoup d'importance et que les agences n'échappent pas à la représentation de l'opinion, qu'à l'opinion générale de la maladie. Et on va dire que ce qui a prévalu, c'était de dire l'Alzheimer, c'est une maladie irréversible, c'est lié au vieillissement. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut l'accompagner, mais on ne peut pas le traiter. Et on a mis en avant effectivement des effets secondaires, mais qui étaient parfaitement, je dis bien parfaitement identifiés et contrôlés par les spécialistes. Et on a prédit une catastrophe généralisée en disant que tous les autres pays nous suivraient. Il y a eu un papier, je crois, dans le New England Journal of Medicine, des Anglais qui disaient « c'est bizarre, pourquoi ils ont pris cette décision en France ?» En tout cas, ils ont sûrement de bonnes raisons. On va regarder comment ça se passe, parce que ce qui était dit, c'est que l'économie faite avec le déremboursement des médicaments, c'est extraordinaire, je veux dire. On oublie ça. Serait utilisé pour financer des aides humaines. C'est perdu dans les limbes. Voilà, c'est parti dans les limbes. Je veux dire, donc rétrospectivement, j'ai un peu de mal à parler de ça de manière objective. Ceci dit, c'est un traitement qu'on continue à utiliser chez un certain nombre de patients, dont on a un effet symptomatique significatif. On sait notamment que ceux qui ont des formes apparentées de type corps de Lévy en particulier ont vraiment des effets symptomatiques intéressants de ces médicaments. Ils ne sont pas prescrits de manière systématique. Les patients auxquels on s'adresse
dans les essais thérapeutiques avec les anticorps anti-amyloïdes, c'est pas le même registre. Donc on va continuer à prescrire ces médicaments chez un certain nombre de patients en regardant s'il y a un effet symptomatique ou pas, et on l'arrête quand ça marche pas. Voilà, c'est extrêmement simple, mais effectivement, c'est la poche du patient, et c'est à peu près entre 40 et 50 euros par mois qui sont dépensés par les familles dont les patients sont traités. Il continue à exister, et il y a encore des travaux. Et là, il y a une étude en France, il y a des travaux dans la littérature qui continuent à montrer qu'ils ont des effets positifs, contrairement à la catastrophe annoncée à ce moment-là par les autorités. Merci professeur, et merci pour ce rappel. Oui. Oui, bonjour. Je suis simple aidant d'une personne qui est en état de démence avancée, un stade avancé. Et justement, j'aurais voulu que vous nous donniez 2 mots sur les traitements qui se révèlent efficaces dans ce cas, et notamment contre certaines attitudes, par exemple d'extrême agressivité qu'on peut trouver à cette étape. Les généralistes donnent généralement des médicaments à spectre très large qui peuvent concerner la bipolarité ou autres, et qui sont apparemment mal adaptés. Est-ce qu'il y a des médicaments éventuellement nouveaux, mieux adaptés? Merci. Alors, je ne parlais pas de médicaments nouveaux, mais juste en un mot, la Fédération des centres mémoire vient d'éditer des recommandations sur la prise en charge des troubles psychocomportementaux qui sont extrêmement utiles, extrêmement précises, et parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont susceptibles d'être utilisés. Et donc, je ne vais pas vous répondre dans le détail, mais je vous renvoie à ces recommandations qui sont extrêmement bien faites et qui permettent d'orienter la prise en charge, qui est toujours compliquée, hein. Un patient qui a des troubles du comportement, notamment quand il est à domicile, c'est extrêmement difficile à prendre en charge. Mais on a une orientation, en tout cas déjà au niveau thérapeutique, avec ces recommandations qui viennent d'être publiées. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a peut-être encore 1 ou 2 questions courtes et réponses courtes, puisqu'on arrive déjà au terme de notre table ronde? On vous écoute, oui, monsieur. Bonjour. Je voulais savoir, en tant que malade Alzheimer, est-ce qu'il y aura d'autres médicaments que l'irbesartan et le donépezil? Est-ce qu'il y a de nouvelles molécules qui permettent de se sortir de manière plus confortable? Moi, je vis avec l'Alzheimer et je triche en jouant sur les mots. Le donépezil, pour moi, c'est du donné paisible. Je joue beaucoup, en fait. Je fais un peu le poète et je m'en sors comme ça, quoi, parce que je suis célibataire, je vis tout seul, j'ai beaucoup d'amis, voilà. Et donc, il faut avoir une vie sociable qui me permet de penser à autre chose. Et puis, bon, voilà, il y a un petit espace pour la maladie, effectivement. Voilà, je suis un peu particulier. Peut-être qu'il faut me répéter les choses. Et on arrive à vivre comme ça. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir comme ça. Mais pour l'instant, j'y arrive. Donc, je fais beaucoup d'humour et ça me sauve. En fait, ça me sauve. Voilà, je vous remercie. Merci pour ce témoignage. On vous applaudit. Et puis on a aussi le plaisir de vous retrouver dans l'émission Bande à part. Ça n'appelle pas de commentaires. J'ai pas de réponse. La réponse était dans la question. Bien sûr. Alors, on va prendre la dernière question. On vous écoute. Oui, bonjour. Perle Quéron, je suis directrice artistique d'une compagnie du coup qui a des projets pour les personnes Alzheimer, donc des ateliers, etc. Pour moi, la question principale, c'est de savoir, aujourd'hui, vous ciblez une population qui va pouvoir bénéficier de ce traitement, mais plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ce traitement pourrait être accessible à une beaucoup plus grande part de la population atteinte de la maladie d'Alzheimer? Merci pour cette question. En 2 mots, c'est en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que on va quand même avoir des outils pour diagnostiquer précocement un certain nombre de patients. On estime qu'à peu près 50% des patients qui ont une forme de maladie d'Alzheimer légère, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas diagnostiqués en France. Vous voyez, il y a du progrès à faire déjà. Hein, voilà. Et puis, on va avoir d'autres médicaments. C'est un début. On rentre dans une ère thérapeutique. On considère l'Alzheimer comme on a considéré le cancer il y a 30 ans. C'est plus une fatalité. Il faut ne pas exagérer l'impact de ce traitement si il est approuvé par les autorités françaises, mais c'est un signal extrêmement important. Et donc la recherche progresse. Il y a beaucoup d'essais thérapeutiques en cours. On parlait du tontinemab, il y en a d'autres. Et donc on aura des médicaments. On va vraiment, là, depuis des années, on vous dit on va avoir des médicaments. Mais là, ça y est, on y rentre. Et notre devoir, c'est de nous préparer
effectivement à être capable d'accompagner les patients et de les traiter dans les meilleures conditions possibles. On va vraiment voir probablement les 5 à 10 ans qui viennent vont être vraiment très importants, tant au plan de l'évolution de l'approche diagnostique que de l'approche thérapeutique. Donc il y aura probablement de plus en plus. Alors après, on ne va pas soigner tous les malades, ça ne va pas remplacer les accompagnements que vous procurez avec l'art-thérapie ou avec d'autres approches non médicamenteuses. Il faut faire les deux. Il faut continuer à traiter les malades qui sont dans la maladie. Moi, par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure, ça me faisait penser à une réflexion que faisait un de mes vieux maîtres qui disait il y a les pathologies de l'être et de l'avoir. Il y a ceux qui ont une maladie. Monsieur, vous avez une maladie. Vous ne vous identifiez pas à votre maladie. Vous avez une maladie, vous la gérez. Et puis, il y a des patients qui sont pris dans la maladie, qui sont malades. Et ceux-là, effectivement, il faut les accompagner de manière différente. Donc, on va y arriver. Hein, je veux dire, voilà, il faut simplement que l'on essaie un peu d'anticiper toutes les difficultés techniques, logistiques, mais on va y arriver. Et il y a de l'espoir, effectivement, pour beaucoup plus de patients que les quelques dizaines ou centaines qui seront traités par le lecanemab. On peut l'espérer dans les prochains mois. Voilà une belle conclusion. Merci beaucoup, professeur Dumurgier. Merci, professeur Secaldi. C'était une séquence particulièrement riche. On pourrait passer la journée avec vous, mais voilà. Je vous propose donc une courte pause. Vraiment, je compte sur vous. Nous reprenons à 11h30 très précise, donc avec notre prochaine table ronde pour que le passage aux urgences ne soit plus un traumatisme. Les aidants deviennent partenaires des soignants. À 11h30 très précise. Merci beaucoup.